Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver un certain nombre de visages connus dans cet amphibudé pour poursuivre aujourd'hui l'enseignement de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Et le sujet que j'ai choisi cette année, c'est d'approfondir au fond ce qu'on avait commencé à voir l'an dernier sur l'exploration biologique du mode d'action des chimiothérapies anticancéreuses. D'une part, pour souligner le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus encore dans la compréhension du mode d'action de ces médicaments qui pourtant sont utilisés chez des dizaines de millions de personnes. Et d'autre part, que des travaux assez récents, je dirais dans les 5 dernières années, ont commencé à apporter des éclairages nouveaux et peut-être des pistes pour trouver de nouveaux médicaments qui soient au fond des versions un peu mises à jour des médicaments historiques dont ils partageraient l'efficacité, mais pour lesquels les effets secondaires seraient, on peut l'espérer, diminués. C'est une thématique qui est tout à fait, en fait, d'actualité, puisqu'il y a quelques jours, j'organisais un congrès à Berlin dans le cadre de l'Association européenne de recherche contre le cancer, qui a réuni un certain nombre de spécialistes, aussi bien parmi les orateurs que parmi l'assistance, sur la question de la réexploration, justement, de ces modes d'action des chimiothérapies. Et nous sommes collectivement arrivés à la conclusion qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour arriver à comprendre le mode d'action précis, arriver à l'optimiser. Et un des points centraux qui a été soulevé dans cette conférence, c'est qu'au fond, il est extrêmement difficile d'optimiser quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, ça nécessite encore des travaux, que ce soit des travaux de biologie formelle ou des travaux de médecine transstationnelle sur des patients pour comprendre exactement ce qui se passe lorsque ces traitements sont appliqués. Donc, quel est l'historique de la chimiothérapie anticancéreuse ? Eh bien, l'historique commence à la fin des années 40, au fond avec la découverte fortuite à l'origine qu'un certain nombre de médicaments peuvent avoir un effet général par voie systémique, c'est-à-dire essentiellement par voie intraveineuse, sur des maladies cancéreuses. Et bien entendu, les maladies cancéreuses qui ont été abordées les premières, ce sont ces maladies qui sont d'emblée diffuses, pour lesquelles la séquence classique de chirurgie et de radiothérapie ne pouvait pas être appliquée. Et donc ces maladies, historiquement, c'était d'abord les leucémies et les lymphomes, deux groupes de maladies qui sont d'emblée diffuses et qui ne sont donc pas accessibles à un traitement loco-régional. Ensuite, cette chimiothérapie, beaucoup d'années plus tard, a évolué vers 2 autres situations cliniques importantes aujourd'hui, cette fois-ci dans le cadre de tumeurs solides éventuellement localisées. La première, c'est après l'exérèse de la tumeur primaire, de pouvoir bénéficier de cures de chimiothérapie pour supprimer des micrométastases qui sont indétectables. Et donc, on sait maintenant, dans un certain nombre de situations, que la chimiothérapie, après l'exérèse de la tumeur primaire, va conduire à des bénéfices de survie, en fait, en supprimant une maladie diffuse qu'on ne peut pas voir, mais qui est déjà disséminée. Et puis, à l'inverse, dans d'autres tumeurs, cette fois-ci en général avancées, faire fondre la tumeur par la chimiothérapie pour permettre une chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie néoadjuvante, ce qui va permettre également d'éradiquer les micrométastases qui sont parfois présentes à ce stade de l'évolution de la maladie, et qui va permettre aussi, et de manière importante pour la recherche transstationnelle, une évaluation objective de la réponse, et donc de pouvoir déterminer pour cette maladie si elle est véritablement sensible à la chimiothérapie ou pas. Et comme je le disais, il y a encore à ce stade aujourd'hui beaucoup d'inconnus sur le mode d'action pour des raisons sur lesquelles on reviendra dans un instant. Donc, encore un mot d'historique, et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, il y a des revues qui ont été écrites il y a une quinzaine d'années, tout à fait intéressantes dans Cancer Research ou Nature Reviews on Cancer, retraçant donc l'historique du développement de ces chimiothérapies. D'abord, au départ, les premières applications de ces agents par voie générale avaient pu conduire à des fontes rapides, initiales,
mais malheureusement à une repousse extrêmement rapide du fait de l'existence et du développement de mécanismes de résistance à la chimiothérapie donnée comme agent seul. Et donc très rapidement, et au fond en parallèle avec ce qui avait été fait pour les infections bactériennes, on a développé des combinaisons de plusieurs agents, ce qu'on a appelé des polychimiothérapies. Et ces polychimiothérapies ont permis des gains d'efficacité considérables. Et au fil des années, donc, on est passé de régression transitoire à des rémissions prolongées, puis de rémissions prolongées à des augmentations de la survie, et puis enfin, le Graal a été obtenu, c'est-à-dire qu'on a pu, avec de la polychimiothérapie, obtenir la guérison de maladies diffuses, au premier rang desquelles les choriocarcinomes à la fin des années 50, et puis progressivement les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, les lymphomes de Hodgkin, et un peu plus tard les cancers du testicule dans les années 70. Et ceci a créé le socle de cette approche générale de traitement du cancer par des traitements, encore une fois, donnés de manière diffuse et intraveineuse, impliquant donc qu'il pouvait exister des différences fondamentales entre les cellules normales et les cellules cancéreuses qui faisaient que les cellules cancéreuses allaient être sélectivement détruites par ce type de traitement. On va y revenir. Alors, une chose qui est extrêmement importante de comprendre, c'est que dans le contexte de ces polychimiothérapies, ces combinaisons d'agents ont été établies par opportunité beaucoup plus que par des mécanismes rationnels. Et l'opportunité principale, c'était en fait l'existence de toxicité non additive, c'est-à-dire qu'on prenait un médicament A, par exemple, qui allait avoir une toxicité médulaire, qu'on allait combiner avec un médicament B qui allait avoir une toxicité digestive, de manière à ce que la toxicité de la conjonction des deux soit supportable. Et ces combinaisons n'ont pas du tout été établies sur des bases de mécanismes, avec quelques exceptions, sur des bases de mécanismes rationnels ou de la possibilité par la biologie, de développer des synergies réelles. Et je crois que ça, c'est un des objectifs qu'il faut maintenant atteindre en revisitant ce concept de polychimiothérapie. Donc, des succès indéniables, des guérisons qui sont maintenant passées dans la routine quotidienne. Mais au fond, depuis cet âge d'or des années 70-90, on peut dire qu'il y a une certaine stagnation. Et cette stagnation reflète des difficultés très réelles dans le ciblage différentiel des cellules cancéreuses vis-à-vis des cellules normales. Alors, une chose qui est extrêmement importante de comprendre, c'est la notion d'index thérapeutique. En effet, cet index thérapeutique est absolument fondamental à la compréhension de ce type d'approche, puisqu'encore une fois, le médicament va être aussi bien distribué à des cellules normales qu'aux cellules cancéreuses, et donc on veut avoir un maximum de toxicité sur les cellules cancéreuses avec un minimum de toxicité sur les cellules normales, ce qui est résumé par ce schéma tiré d'un textbook de pharmacologie. Donc on représente ici en bleu l'efficacité sur la tumeur. Donc évidemment, cette efficacité est croissante avec la concentration, et le début de l'efficacité et l'efficacité maximale vont déterminer ce qu'on va appeler la fenêtre thérapeutique. Et puis, à côté de cette efficacité sur la tumeur, on va avoir une toxicité sur des tissus normaux, toxicité sur des tissus normaux qui peuvent être divers, souvent les toxicités hématopoïétiques ou digestives, et qui là aussi va être dose dépendante. Alors ça, c'est inattendu. Non. Voilà. Toxicité sur donc, des cellules normales qui va être dose dépendante et qui va aller croissante, le maximum de la toxicité correspondant à la mort du patient du fait de surdosage. Et donc dans le meilleur des mondes possibles, on voit que le début de la toxicité correspond en fait avec la fin de l'efficacité sur la tumeur, et le décalage entre ces deux courbes définit ce qu'on appelle l'index thérapeutique, et donc on va bien sûr chercher à avoir l'index
l'index thérapeutique le plus élevé possible, c'est-à-dire une efficacité maximale avec une toxicité minimale. Alors cette situation est malheureusement pas toujours rencontrée, et on sait bien qu'il existe beaucoup de situations où en fait la toxicité commence dès que l'efficacité commence à être moyenne, et donc où l'index thérapeutique au fond est faible, voire très faible, ce qui va conduire à des toxicités qui ne sont pas toujours faciles à maîtriser. Et donc l'objectif d'une thérapeutique adaptée et intelligente, c'est d'augmenter bien sûr au maximum cet index thérapeutique. Et il existe certaines situations, en particulier avec des thérapeutiques ciblées, où on y arrive très bien à avoir une toxicité maximale vis-à-vis de la tumeur avec une faible toxicité sur les cellules normales. Donc, une des premières choses qui a été explorée, et ce sera l'objet principal du cours d'aujourd'hui, c'est le ciblage au fond de cellules qui prolifèrent rapidement, parce que au moins les maladies qu'on a traitées au départ, en particulier les leucémies aiguës, sont des maladies qui prolifèrent extrêmement rapidement. Et donc la base de l'index thérapeutique, c'était au fond cette capacité des cellules cancéreuses à se diviser extrêmement rapidement, alors que les cellules normales se divisaient moins vite. Et ceci explique également donc, que ces agents aient une sensibilité et donnent des toxicités sur des cellules comme les cellules hématopoïétiques ou l'épithélium digestif, qui sont également des cellules normales qui se divisent assez vite. Et au fond, la question, qui est encore une question très largement ouverte, que posent ces courbes et la définition de cet index thérapeutique, c'est de savoir quelles sont les bases réelles, les bases biologiques de la spécificité des couples entre type de tumeur et type de chimiothérapie. Comment est-ce qu'on va faire ce mariage, au fond, entre un certain type de cocktail et un certain type de tumeur? Comment est-ce qu'il faut distinguer ce type de tumeur? On les a souvent distinguées historiquement par le tissu dont elles sont issues. Maintenant, il y a d'autres caractéristiques moléculaires qui vont permettre de créer des sous-groupes nosologiques de tumeurs qui sont définis, au contraire, par le type de mutations qui vont les provoquer ou des types de défauts de réparation de l'ADN. On en verra des exemples plus tard. Donc, il est important de comprendre que ces associations de médicaments ont été développées et utilisées à la fois sur des bases cliniques et très largement sur des bases empiriques. Ceci traduit, cet empirisme traduit une constatation très simple, c'est qu'il est extrêmement difficile, dans des cohortes de patients, de tester toutes les variables. Et on ne peut pas tester toutes les combinaisons, on ne peut pas tester tous les dosages, il y a une infinité de possibilités. Et dans le cours de l'an dernier, je rappelais que des considérations aussi simples que la dose n'ont été optimisées parfois qu'au bout de 20 à 30 ans, c'est-à-dire que certains médicaments extrêmement efficaces étaient utilisés en fait dans une concentration qui était trop faible. Et quand on a augmenté cette concentration, eh bien, on s'est aperçu que certes on augmentait un peu la toxicité, mais surtout qu'on augmentait les guérisons, et que donc des questions aussi simples que des questions de dose n'ont pas toujours été étudiées de manière complète. Ceci souligne bien entendu la nécessité d'avoir de bons modèles précliniques. Ces bons modèles précliniques, il y en a toute une panoplie. Ça commence historiquement par des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules souvent dérivées de cancer qu'on peut arriver à propager en culture. Ça continue par des cellules primaires de patients, donc des cellules qui ne sont pas nécessairement immortelles, mais qui sortent directement de patients et qui sont probablement moins altérées dans leur fonctionnement que les lignées cellulaires. Il y a également ce qu'on appelle les organoïdes, qui sont là aussi des cellules de patients qui poussent dans des conditions dans lesquelles on favorise l'expression du potentiel de cellules souches. J'en avais touché un mot l'an dernier. Et puis, il y a ensuite des organismes modèles qui peuvent être des organismes comme des mouches, des vers ou des souris, dans lesquels on est capable de reconstituer un certain nombre de caractéristiques fondamentales des tumeurs. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de consensus au sein de la communauté, et il y a des discussions encore passionnées, encore aujourd'hui, pour savoir quels sont les bons modèles prédictifs, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir tester
à la fois ces agents, leur concentration, leur combinaison, quels sont les biomarqueurs de succès. Ceci est vraiment une question qui est encore très très largement ouverte et passionnément débattue au sein de la communauté. Alors, une autre question sur laquelle l'équipe à Saint-Louis travaille encore, c'est, au fond, il y a extrêmement peu d'études pour savoir ce qu'il se passe vraiment dans la vraie vie, c'est-à-dire chez un patient, pendant le traitement des patients. Alors, on a des études, par exemple des études de chimiothérapie néoadjuvante, où on peut avoir une photo, au fond, de la tumeur avant le traitement, et puis après la chimiothérapie, on peut reprélever la tumeur et on peut savoir ce qui s'est passé. Mais on va regarder quelques semaines ou quelques mois après le traitement. Mais de savoir, au fond, en instantané, pendant le traitement, au bout d'une heure, au bout de 12 heures, au bout de 2 jours, au bout de 4 jours de chimiothérapie, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tumeur, est quelque chose qui est remarquablement important et sur lequel on sait en fait extrêmement peu de choses. Il y a toute une série d'hypothèses qui ont été soulevées au cours des années, suivant les différents types de tumeurs, la mort autonome, ce qu'on va appeler l'apoptose, la différenciation, qui a été très étudiée en particulier dans des cancers du sang, ce que l'on appelle la mort immunogénique, c'est-à-dire une mort qui va au fond exciter le système immunitaire et faire que le système immunitaire va ensuite se retourner contre les tumeurs qui restent, la sénescence, qui est aussi un mécanisme qui a été beaucoup proposé et étudié, entre autres dans le cas des leucémies, dans les 10 dernières années. En fait, la réponse, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Et on n'en sait pas grand-chose pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a une difficulté majeure qui est que lorsque l'on traite, par exemple, une femme atteinte d'un cancer du sein, on ne va pas pouvoir de toute évidence faire des biopsies toutes les 12 heures pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de son cancer. Ce serait évidemment totalement inacceptable du point de vue éthique. Une des situations dans lesquelles des travaux ont été entrepris, ce sont par exemple les leucémies, puisque là la tumeur est circulante, donc la tumeur est présente dans le sang, et comme elle est circulante, il est tout à fait éthiquement acceptable de prélever un petit peu de sang pour pouvoir voir de manière séquentielle, toutes les 12 heures, tous les jours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à ces cellules leucémiques avant qu'elles ne disparaissent de la circulation. C'est un enjeu absolument majeur. En effet, on sait maintenant qu'il y a de profondes différences entre ce qui peut exister dans des modèles et la vraie vie, en particulier vis-à-vis des taux d'oxygène, du stress oxydant, dont on sait qu'il est profondément différent entre des lignées cellulaires et ce qui se passe dans le sang d'un patient, ceci ayant d'ailleurs probablement contribué à handicaper profondément des recherches qui ont été faites dans ces 30 dernières années sur des lignées sur lesquelles il y a maintenant quand même beaucoup de questions. Donc, encore une fois, au risque d'insister, je pense qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on comprend mal, et donc il est essentiel que ce type de recherche soit développé, soit mené, et un certain nombre d'endroits dans le monde commencent à développer ce type d'approche pour comprendre vraiment ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe avec des médicaments qui sont utilisés, encore une fois, chez des millions d'hommes et de femmes. Néanmoins, certains marqueurs moléculaires, on en verra quelques-uns à la fin du cours, en particulier liés au stress réplicatif, commencent à apparaître et ont été fortement liés à l'efficacité d'un certain nombre de ces chimiothérapies. Donc après ces quelques minutes d'introduction, on va voir aujourd'hui, et peut-être un peu dans le cours suivant, un certain nombre d'exemples de médicaments qui vont cibler la synthèse d'ADN. Donc on va voir un certain nombre d'exemples qui vont montrer un certain nombre de voies parallèles qui vont permettre soit d'inhiber la synthèse des nucléotides, soit de bloquer la synthèse de l'ADN avec des nucléotides modifiés. Et évidemment, pour des cellules qui prolifèrent rapidement, rentrer en conflit avec la synthèse d'ADN va avoir des effets antiprolifératifs immédiats. Et une des choses que je voudrais souligner, parce que c'est une découverte au fond assez récente, mais qui est certainement importante, c'est qu'on a souvent
examiner le mode d'action de ces composés sous l'angle de la synthèse de l'ADN, bloquer la synthèse du matériel génétique, bloquer la synthèse de la molécule d'information, mais on sait maintenant qu'un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux vont également avoir un effet extrêmement net et important sur la synthèse de l'ARN et donc sur l'expression d'un certain nombre de gènes. Et cet effet sur l'expression de l'ARN pourrait être responsable d'un certain nombre d'effets thérapeutiques. On en avait vu un exemple dans le cours de l'an dernier avec la comparaison entre le cisplatine qui cible plutôt l'ADN et l'oxaliplatine qui semble plutôt cibler la synthèse de l'ARN. Alors ces agents sont bien entendu particulièrement actifs sur des cellules tumorales en croissance rapide. Ils vont être actifs pendant la phase de multiplication du patrimoine génétique, donc ce qu'on appelle la phase S pour synthèse du cycle cellulaire. Mais quand on commence à regarder dans les détails, il y a plusieurs possibilités. On peut imaginer qu'on a un blocage de la synthèse d'ADN, et on verra des exemples, mais on peut aussi imaginer qu'on va avoir une synthèse d'ADN possédant des bases anormales, et que si on va mener une synthèse d'ADN avec des bases anormales, on va ensuite induire la formation d'un ADN qui va avoir besoin d'être réparé, et donc on va mettre en route des mécanismes de réparation. Et la mise en route inopinée et massive de ces mécanismes de réparation a été associée à l'effet thérapeutique de certains médicaments, entre autres parce qu'on va induire du coup des cassures de l'ADN, et on sait bien que la cassure de l'ADN est un mécanisme qui va induire des réactions majeures de signalisation qui au minimum vont arrêter le cycle cellulaire et au maximum vont conduire à l'induction d'apoptose. Donc ceci reste un champ d'investigation très actif avec beaucoup de questions ouvertes. Et puis, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de traiter ce cours cette année, c'est qu'il y a également des nouvelles approches méthodologiques qui ont été développées, dont je vous donnerai quelques exemples, et dont on peut imaginer que cela conduise à terme à la découverte de nouveaux médicaments. Alors, juste des révisions rapides. Dans un nucléotide, il y a 3 morceaux. Il y a d'abord une base azotée, représentée ici en bleu. C'est très, très pédagogique parce que ça vient de la fiche Wikipédia de nucléotides. Vous avez des bases puriques, les purines, l'adénine et la guanine, avec, vous voyez, le même noyau central, des bases pyrimidiques, la famille des pyrimidines avec la cytosine, l'uracile, la thymidine, sachant que l'uracile, normalement, n'entre dans la composition que de l'ADN et pas que de l'ARN, et pas de l'ADN, sauf dans des conditions que l'on verra tout à l'heure. Et donc ces bases vont être ensuite liées à un sucre qui peut être soit de l'oxyribose dans le cas de l'ARN, avec donc un groupement OH en position 2' ici, soit dans le cas de l'ADN, le désoxyribose, où en position 2', on a uniquement un atome d'hydrogène. Et donc ces nucléosides vont devenir des nucléotides lorsqu'ils vont être combinés à une chaîne de triphosphate qui va apporter l'énergie nécessaire à la synthèse. Et donc on va voir que pour construire un DNTP, donc une brique de base de la molécule d'ADN, il faut avoir tout ça, il faut avoir une base en bon état, il faut avoir une sucre en bon état, et puis il faut avoir la chaîne de phosphate. Alors, ces briques élémentaires vont rentrer donc dans les 2 opérations fondamentales dont on va parler aujourd'hui. Dans un premier temps, bien sûr, la synthèse de l'ADN, donc synthèse semi-conservatrice dans laquelle un brin est conservé et l'autre brin va être néosynthétisé par des mécanismes éventuellement un peu complexes qui vont être à l'origine du stress de réplication, dont on verra des exemples dans le cours prochain. Et puis, transcription de l'ADN en ARN pour donner donc la macromolécule RNA qui va être à l'origine de l'information génétique. Donc, revenons un petit peu sur des considérations historiques avec la découverte au milieu des années 50 d'un type de mort particulière qui est lié à l'absence d'un des nucléotides, en l'occurrence la thymidine. C'est ce qu'on a appelé la mort sans thymidine, qui montre qu'au fond, quand une cellule essaye de répliquer son ADN et n'a pas toutes les briques élémentaires pour pouvoir synthétiser
cette molécule, eh bien, la cellule va répondre en mourant, et on va voir tout à l'heure par quel mécanisme. Donc, cette découverte de la mort par carence en thymidine a été suivie peu de temps après par deux observations capitales. La première, c'est que le tout premier médicament utile dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques, le méthotrexate, eh bien, ce méthotrexate, en fait, va bloquer la chaîne de synthèse de la thymidine à travers, entre autres, le ciblage de la thymidinate synthétase. Et le fait qu'un deuxième médicament, des pyrimidines fluorées, en particulier le 5-FU, qui avait été découvert à ce moment-là, et bien que ce 5-FU, qui a de véritables activités anti-cancéreuses, en particulier dans les cancers du côlon, et que ce 5-FU va également inhiber la thymidinite synthase. Donc vous voyez, au milieu des années 50, deux découvertes essentielles. D'une part, en carençant une cellule en un nucléotide, on peut la faire mourir, et d'autre part, deux agents anticancéreux vont être capables justement d'agir par ce mécanisme en créant une déplétion dans un nucléotide qui va donc conduire à la mort des cellules et qui est impliqué, mécanisme qui est impliqué dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques. Alors, on ne va pas commenter tout ce tableau, simplement, parce qu'on y reviendra à la fin de ce cours, quelques découvertes à la fin des années 90 sur ce qu'on a appelé le nettoyage des nucléotides, avec la constatation que les nucléotides dans la cellule sont des molécules faciles à oxyder, et que ces nucléotides oxydés sont en fait très toxiques parce qu'ils vont se comporter au fond comme des nucléotides modifiés. Ils peuvent être à l'origine de mutations ou d'arrêt du cycle. Et donc, il a été montré donc, il y a une dizaine d'années que des inhibiteurs des enzymes qui sont capables d'assurer ce nettoyage, hein, les Anglais ont une belle expression, ils appellent ça sanitation, hein, le nettoyage des nucléotides, et que l'inhibition donc de ces enzymes capables d'assurer le nettoyage des nucléotides est associée à des activités anticancéreuses. Donc, le stock des nucléotides, eh bien, quelques constatations générales. D'abord, il y a un indispensable équilibre à créer entre les 4 nucléotides, hein, puisque la synthèse de l'ADN va demander la présence des 4, et il faut donc que les 4 soient là, comme on l'a vu, par la toxicité extrême de la déplétion en thymidine. Et il faut la même chose pour les ribonucléotides, là aussi, pour faire de l'ARN, il faut avoir un équilibre biochimique pour assurer de manière harmonieuse et synchrone la synthèse de ces 4 briques. Alors, les choses sont différentes entre les ribonucléotides et les désoxyribonucléotides, parce que les ribonucléotides, pour faire de l'ARN, on en a besoin tout le temps, pour que la cellule puisse exprimer son matériel génétique. En revanche, des désoxynucléotides, on en a besoin que quand la cellule va se diviser, c'est-à-dire qu'on en a besoin qu'en phase S, et un certain nombre de nos cellules ne se divisent pas très souvent. Et donc, elles n'ont pas besoin de synthétiser des désoxynucléotides. Mais par contre, lorsqu'on va rentrer en phase S, en phase de synthèse, là, on va avoir d'énormes besoins, puisqu'en quelques heures, il va falloir doubler la quantité de matériel génétique. Et pour cela, donc, il va falloir synthétiser de manière synchrone, brutale et équilibrée un très grand nombre de ces désoxyribonucléotides. Et donc, il faut assurer un couplage intime entre la synthèse d'ADN et une synthèse équilibrée de ces 4 formes de désoxynucléotides. Alors on va voir un petit peu, sans entrer trop dans les détails, que ce sont des synthèses complexes avec plusieurs niveaux de régulation qui, dans la vraie vie, sont capables d'assurer cet équilibre. Par ailleurs, vous savez que, bien sûr, on a dans la cellule le noyau qui va concentrer l'ADN et le matériel génétique, mais qu'également dans le cytoplasme, au niveau des mitochondries, les mitochondries ont également leur propre ADN, et donc il y a des voies spécifiques pour la régulation du pool de nucléotides mitochondriaux pour pouvoir assurer, là aussi, la croissance et la multiplication des mitochondries qui n'est pas nécessairement couplée avec la multiplication et la croissance du noyau. Et à travers quelques exemples que nous allons voir, les défauts ou les déséquilibres, c'est-à-dire les carences ou des excès
de la concentration de ces nucléotides à l'intérieur des cellules vont être impliqués soit dans du stress réplicatif et donc de la mutagénèse, quand il n'y en a pas assez. Quand la cellule est carencée en nucléotides, elle va avoir tendance à incorporer des mauvais, et donc on va créer des mutations. Et inversement, il a été bien démontré que l'abondance, la surabondance en nucléotides, donc une cellule qui fabrique trop de nucléotides, va avoir tendance à pousser plus vite. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la régulation de la croissance d'un certain nombre de cellules cancéreuses. Mais il y a également une importance de ce stock nucléotidique pour les processus de réparation, donc y compris cette fois-ci dans des cellules qui ne sont pas en prolifération rapide. Eh bien, lorsqu'il va y avoir des dommages à l'ADN, et en particulier la forme la plus extrême de dommage à l'ADN qui est la cassure double brin, eh bien, cette cassure double brin va induire un mécanisme de signalisation qui sont maintenant extrêmement bien connus, donc pour informer la cellule qui a eu une cassure double brin. Cette signalisation va mettre en jeu et recruter un certain nombre d'enzymes de réparation qui, là encore, sont relativement bien connues. Mais ces enzymes de réparation ne vont être actives que dans la mesure où on a des nucléotides en bon état et en concentration suffisante pour pouvoir permettre la réparation de cette cassure qui va passer, dans la plupart des cas, par une phase de resynthèse, donc nécessitant des nucléotides frais, si j'ose dire, au moins en quantité suffisante. Et on va voir certaines des enzymes, en particulier la ribonucléotide réductase et la thymidylate synthase, qui sont essentielles pour ce processus. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous assonner un cours de métabolisme des bases azotées et des nucléotides, simplement donc essayer de voir avec vous un certain nombre d'enzymes clés dans le processus de régulation. Donc très schématiquement, on a là en bas les désoxynucléotides, des ATP, des GTP, des TTP, des CTP, donc qui vont entrer dans la formation de la molécule d'ADN néosynthétisée. Et puis on va avoir la néosynthèse des nucléotides, avec ici les formes monophosphates. Mais les formes monophosphates ou diphosphates sont encore dans une version ribose, donc une version dans laquelle la position 2' du sucre est encore liée à sa fonction OH. Et donc il y a une enzyme absolument centrale qui s'appelle la ribonucléotide réductase et qui, pour tous ses précurseurs, va assurer la transition entre l'ADP et le DADP, donc par réduction de cette fonction OH sur le sucre. Et ceci est une étape absolument clé de l'activation, de la transformation donc de ces ribonucléotides en désoxyribonucléotides. Alors bien entendu, puisque c'est une étape clé, elle va être régulée de manière extrêmement fine. Et en particulier, comme vous pouvez vous y attendre, elle va être réglée par les concentrations respectives de tous les différents nucléotides, ainsi que de l'énergie cellulaire, et en particulier avec la concentration en ATP. Si la cellule n'a pas d'ATP, elle n'a pas d'énergie, elle ne va pas se mettre à fabriquer des nucléotides inutiles si elle n'a pas suffisamment d'énergie. Donc une régulation extrêmement complexe qui ensuite va conduire, à travers une phosphorylation supplémentaire, par la polynucléotide kinase, de la formation des DXTP ou DXTP. Alors, quand on parle d'enzymes clés, bien entendu, il faut penser à la régulation, et la régulation est complexe. C'est une enzyme à sous-unité, donc qui va fonctionner dans le cadre d'un complexe. Et un de ces complexes, une de ces sous-unités de la ribonucléotide réductase, est régulée directement par le gène P53, donc l'activateur universel de la réponse au stress et du contrôle du cycle. Et on va voir qu'un certain nombre de médicaments, en fait, ont été découverts en général par hasard, sont capables de cibler, en fait, et d'inhiber cette ribonucléotide réductase. Enfin, pour vous montrer que tout n'est pas, même sur des choses extrêmement simples qui sont connues depuis une cinquantaine d'années, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, et en particulier l'absence de la ribonucléotide réductase va conduire à une toxicité mitochondriale chronique chez la souris par des mécanismes qui sont encore largement inexpliqués.
Alors inversement, il y a également des processus de recyclage dans lesquels on peut partir de toutes formes de précurseurs et qui, par des enzymes diverses, vont être, y compris d'ailleurs la ribonucléotide réductase, vont permettre la resynthèse des désoxyribonucléotides, et donc la synthèse d'ADN. Bon, donc, pour qu'il y ait un bon équilibre, en fait, l'Asie nous apprend qu'il y a toujours le yin et le yang, et donc il n'y a pas seulement la synthèse qui est régulée par la ribonucléotide réductase, mais il y a également la dégradation, et la dégradation donc de ces désoxyribonucléotides est assurée par une enzyme extrêmement importante qui s'appelle SAMHD1. Et ce que va faire SAMHD1, ce n'est pas exactement le contraire de la ribonucléotide réductase, mais elle va déphosphoryler en fait ces nucléotides triphosphates pour les renvoyer à leur état de base sans phosphate. Donc elle va les déphosphoryler complètement. Et à partir de là, ils peuvent éventuellement être rephosphorylés par des kinases. Et donc, on a deux points de régulation. La ribonucléotide réductase, donc vous voyez c'est un complexe avec plusieurs sites, des sites catalytiques et des sites allostériques, une régulation encore une fois assez complexe qui va permettre au fond de maintenir l'équilibre entre les 4 différentes formes de nucléotides, donc en faveur de la synthèse, et l'enzyme SAMHD1 qui, elle, va faire l'inverse, qui va dégrader et qui, là aussi, en coupant donc la queue de phosphate, et qui, là aussi, de manière tout à fait similaire, va être régulée par des sites allostériques et par des sites catalytiques. Et l'action coordonnée de ces deux enzymes donc, va permettre de maintenir des taux de nucléotides adaptés à la physiologie cellulaire. Et à ce titre, d'ailleurs, il existe des différences relativement importantes de concentration de nucléotides suivant les différents tissus de l'organisme. Et c'est donc l'équilibre entre ces deux enzymes qui va permettre d'assurer cette homéostasie. Alors, cette enzyme SAMHD1, elle est tout à fait intéressante parce que, d'une part, ici, on avait un rétrocontrôle négatif sur la synthèse, et là, on va avoir un rétrocontrôle positif sur la dégradation, qui va permettre donc d'assurer l'homéostasie cellulaire. Mais cette protéine a connu un intérêt considérable il y a une vingtaine d'années, avec la découverte qu'elle régule la capacité du virus HIV à se répliquer dans les cellules myéloïdes. Et on sait maintenant que la concentration en nucléotides, c'est important bien sûr pour le cancer, mais c'est aussi important pour des infections virales, et c'est relativement facile à comprendre. Quand un virus va rentrer dans une cellule, eh bien, pour se multiplier, il va avoir besoin de nucléotides. Et donc s'il n'y a pas de nucléotides, eh bien, il ne va pas se répliquer de manière efficace, ou il ne va pas se répliquer du tout. Et donc SAMHD1 est le facteur de restriction majeur du virus HIV dans les cellules myéloïdes. Et puis une autre découverte qui a suivi est que des mutations de ce gène sont associées à un syndrome qu'on appelle le syndrome d'Aicardi-Gouttière, qui en fait fait partie de ce qu'on appelle les interféronopathies, et dans lesquelles on a une sécrétion, surproduction très importante de la voie de l'interféron qui va conduire à des défauts du développement, et en particulier du développement cérébral. Et ceci semble lié à un rôle de cette protéine dans la réparation de l'ADN qui semble être différent au niveau des mécanismes de sa capacité à réguler les taux de nucléotides. Il y a des indications assez fortes que SAMHD1 est impliqué directement dans les processus de réparation de la molécule d'ADN. Alors, il n'y a pas seulement que dans le syndrome d'Aicardi-Gouttière qu'il y a des mutations de SAMHD1, il y en a également dans un certain nombre de cancers. Et en fait, au moins pour l'une d'entre elles, il a été montré que cette mutation conduit à une perte de l'activité DNTP déphosphorylase, donc va en fait être une mutation nulle qui fait que l'enzyme va perdre sa fonction, et si l'enzyme perd sa fonction, en fait on va se retrouver avec essentiellement de la synthèse et pas tellement de dégradation, donc on va se retrouver avec plus de nucléotides au sein de la cellule, et ceci, on le sait, va contribuer à la prolifération de ces cellules cancéreuses. Donc,
comment est-ce qu'on peut réguler ce pool de nucléotides, sachant encore une fois que c'est extrêmement important pour les effets antiviraux, pour le cancer et aussi pour la différenciation. Et là, je vais rapidement revenir sur des expériences dont j'avais parlé l'an dernier, qui sont des travaux extrêmement élégants menés sur des lignées de leucémie aiguë myéloïde. Et en fait, dans ces leucémies aiguës myéloïdes, on sait que l'arrêt du cycle cellulaire va conduire à une différenciation spontanée. Et ces travaux donc, ont été publiés dans Cell il y a quelques années, avec un mécanisme expérimental relativement simple. On crée d'abord des cellules dans lesquelles un antigène de différenciation est sous le contrôle de la protéine GFP. Et donc, quand la cellule passe de son état de progéniteur, qui vous est représenté ici, à celui de cellules granuleuses entièrement différenciées, que vous pouvez voir ici par ce noyau fragmenté, eh bien, à ce moment-là, le promoteur du gène de différenciation va se mettre en route, et donc la cellule va devenir fluorescente. Alors ces cellules ensuite, on va les immortaliser avec un oncogène très puissant qui est un membre de la famille OX, dont on sait que la surexpression peut être impliquée dans les leucémies. Et donc cette protéine OXA9 va non seulement bloquer la différenciation, donc les cellules vont rester dans leur état immature, mais en plus il va induire la prolifération de ces cellules. Et donc on peut maintenir ces cellules, en fond c'est une leucémie expérimentale ex vivo. On peut amplifier ces cellules, on peut ensuite les faire pousser dans des boîtes de Pétri, et on peut se livrer à ce qu'on appelle un crible à très haut débit. Et ce crible étant relativement facile d'interprétation, on peut cribler ensuite des nouvelles molécules. Et vous voyez que dans cette étude, les auteurs ont criblé 300 000 molécules, vous voyez, ce qui est quand même tout à fait considérable, avec au fond un test simple, c'est de savoir dans quel puits est-ce qu'on va récupérer des cellules fluorescentes. Et ils vont récupérer 12 composés. Et ces 12 composés ont tous les mêmes propriétés. Ils vont être capables d'induire la différenciation avec l'expression de marqueurs de différenciation classiques de la lignée myéloïde, qui sont donc induits en présence, au bout de 4 jours d'exposition à ces composés. On va par ailleurs arrêter le cycle cellulaire. Vous voyez ici un profil de cycle cellulaire avec les cellules en arrêt de cycle, et puis ici les cellules qui sont en train de proliférer. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on passe à une situation où on n'a plus que des cellules qui ont arrêté leur cycle cellulaire. Elles sont dans ce qu'on appelle en phase G1, et donc elles ne prolifèrent plus. Et cet arrêt de prolifération et cette différenciation sont liés à une différenciation morphologique de ces cellules leucémiques. Donc au fond, simplement par l'arrêt du cycle, on va avoir arrêté la prolifération, bien sûr, mais également induit la différenciation. Et ce qui était tout à fait remarquable dans ces travaux, c'est qu'au fond, 11 de ces 12 composés identifiés à travers ce crible, à partir d'une bibliothèque de 300 000 produits chimiques, vont cibler la même protéine, la même enzyme. Et la manière dont ces auteurs l'ont identifié, c'est de manière assez naturelle et simple, à travers son amplification dans des lignées résistantes, c'est-à-dire qu'on prend ces lignées leucémiques, on va les faire pousser en présence de l'inhibiteur, et puis au bout d'un certain temps, certaines cellules vont se mettre à pousser, elles vont se mettre à pousser parce qu'elles ont trouvé un moyen de court-circuiter l'inhibition à laquelle elles étaient soumises. Et dans ce petit segment qui comprend seulement 8 gènes qui étaient fortement amplifiés, on va retrouver un gène qui est la dihydrooroate déshydrogénase, ou en abrégé DHODH, qui est une enzyme qui était par ailleurs surexprimée en réponse à l'administration de ces composés, enzyme mitochondriale située sur la membrane interne de la mitochondrie, qui est capable de récupérer des dérivés d'acides aminés comme l'aspartate et d'en faire l'oroate. Et l'oroate, en fait, c'est le précurseur de l'UMP, de l'uridine monophosphate, qui est la voie d'entrée dans le métabolisme des nucléotides. C'est la racine, au fond, du métabolisme des nucléotides. Et cette racine du métabolisme des nucléotides, elle est située sur une seule enzyme, située au niveau de la chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne. Alors,
Les auteurs ont pu vérifier que, effectivement, les 11 inhibiteurs qu'ils avaient identifiés avaient tous la capacité à bloquer l'activité de cette enzyme. Et puis, une expérience importante, parce que dans ce genre de crible, on sait qu'on peut récupérer à peu près n'importe quoi, c'est que si on administre une dose fixe d'inhibiteur, donc on bloque l'activité de cette enzyme, on va pouvoir récupérer la prolifération en rajoutant de l'uridine. Et donc, si on rajoute de l'uridine, on va court-circuiter complètement l'activité de cet inhibiteur, relancer la prolifération, inhiber la différenciation. Donc, de manière assez remarquable, on a un effet global d'arrêt de cycle et de différenciation. Et ce qui est extrêmement important, c'est que cet effet est un effet métabolique pur. Il est complètement indépendant des lésions génétiques qui ont été à l'origine du développement de la leucémie. C'est-à-dire, si les auteurs ont pris un certain nombre de modèles différents qui sont en fait induits par des différents types de mutations génétiques. Et dans tous ces modèles, ces inhibiteurs de la DHODH vont induire arrêt de cycle et différenciation, ce qui laisse présager un effet au fond très large et assez général, qui pose des questions extrêmement intéressantes, en particulier de la dépendance particulière de ce linéage à cette enzyme. Est-ce que c'est un mécanisme général ou est-ce que c'est limité au cas des cellules myéloïdes auxquelles les auteurs se sont intéressés? Ça donne un exemple tout à fait remarquable d'une problématique qui est très actuelle, qui sont les liens entre le métabolisme et la transformation. Comment est-ce qu'en jouant sur des paramètres du métabolisme, ici c'est une activité enzymatique de la mitochondrie, on peut arriver à contrôler le cycle cellulaire et la différenciation. Et ceci, en fait, est à rapprocher de pas mal d'autres situations dans lesquelles différentes équipes ont montré que la capacité à bloquer le cycle des leucémies aiguës myéloïdes va conduire au fond à une différenciation spontanée et que, au fond, quelle que soit la manière dont on va arrêter le cycle, ici c'est la carence en nucléotides, il y a d'autres moyens, et quand on arrête ce cycle cellulaire, on va conduire à une différenciation naturelle, spontanée, si j'ose dire, des leucémies aiguës myéloïdes, qui rappelle d'ailleurs en partie celle qu'on peut induire avec des dérivés de l'acide rétinoïque, une chose qui intéresse particulièrement l'équipe depuis des années. Alors, un rapide panorama des choses dont nous allons parler dans ce premier cours. Comment cibler, au fond, les nucléotides? Donc on a vu que historiquement, c'était des analogues de folate, donc des analogues de vitamines, en fait des antagonistes de l'action des vitamines qui ont été les premiers étudiés avec des effets absolument majeurs dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et puis une deuxième famille de composés sont des bases de pyrimidine modifiées avec le 5-fluorouracile dont on a parlé, qui est utilisé entre autres dans les cancers du côlon et du sein, avec l'aracé ou la cytarabine qui va bloquer l'ADN polymérase. J'ai oublié de dire que le 5-fluorouracile, lui, allait cibler la thymidylate synthase, et la cytarabine est l'un des composants essentiels dans le traitement des leucémies aiguës, qu'elles soient myéloïdes ou lymphoïdes. La gemcitabine, qui est un analogue de nucléotide qui va bloquer la ribonucléotide réductase, qui est utilisée dans des tumeurs solides comme le pancréas, l'ovaire ou le côlon, donc qui va agir principalement par une déplétion de la quantité globale de nucléotides. La 5-azacétidine, dont on parlera à la fin de ce cours, qui elle va contrôler la méthylation de l'ADN et qui est utilisée dans les myélodysplasies. Et puis des analogues des bases puriques, comme la 6-mercaptopurine qui va bloquer la synthèse des purines, et également toute une série de dérivés de nucléotides, essentiellement des dérivés de l'adénosine, qui vont bloquer soit les polymérases, soit encore la ribonucléotide réductase. Vous voyez donc un panorama assez vaste de molécules qui sont des molécules qui sont utilisées aujourd'hui de manière extrêmement large dans le traitement de ces différents cancers. Donc une des raisons, comme je vous le disais en introduction, pour lesquelles j'ai choisi de présenter ce domaine cette année, c'est que c'est un domaine en pleine effervescence,
parce que c'est un champ d'investigation qui a été réouvert, au fond, alors que la majorité de ces travaux dataient des années 70-80. Ce domaine a été réouvert avec de nouvelles technologies, en particulier l'apport de la biologie structurale, avec la capacité aujourd'hui d'avoir des cribles d'inhibiteurs avec des échelles énormes. Vous avez vu tout à l'heure la présentation de ces systèmes où on a trié 300 000 molécules dans un seul crible, qui était en plus un crible, je crois, académique. Également les capacités d'inactivation génique qui vont permettre de créer des lignées cellulaires propres dans lesquelles on a supprimé un gène et de voir quel est l'effet de la suppression de ce gène. Également la possibilité de travailler sur des cellules primaires, soit dans des conditions basales, soit après stress, dans des conditions de réparation, parce qu'on sait que ces processus sont particulièrement sensibles aux conditions de réparation. Et donc, en fait, ces travaux ont conduit à pas mal de révisions de concepts avec quelques surprises mécanistiques, dont certains qu'on va voir dans l'ensemble du cours. Alors, à ce jour, il n'y a pas encore eu de réponse, il n'y a pas eu encore eu de révolution thérapeutique, mais il y a beaucoup d'essais en cours, et donc on peut imaginer qu'à moyen terme, ces nouvelles approches conduisent à l'identification de nouvelles molécules qui agiraient au fond selon les mêmes principes, mais qui seraient à la fois plus propres, plus efficaces, et qui pourraient être combinées de manière rationnelle. Donc, on va commencer par les antifolates. Les antifolates, donc, ce sont des molécules qui sont extrêmement proches de l'acide folique, qui est une vitamine, sauf qu'elles ont un résidu ici, méthyle en plus, et puis un résidu amine ici au lieu de O, mais donc la structure générale est relativement proche. Et historiquement, comme je vous l'ai dit, ce sont les premiers produits à avoir induit des rémissions majeures dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. En quelque sorte, c'est les premiers produits qui réussissent à casser la prolifération de ces maladies absolument redoutables. Et on a pu montrer que l'acide folique est un coenzyme d'assez nombreuses méthyltransférases, donc des enzymes qui vont être capables de transférer un groupement CH3, un groupement méthyle, d'une molécule sur une autre. Et il y a plusieurs types d'antifolates, et de même qu'il y a plusieurs types d'antifolates, il y a plusieurs fonctions de l'acide folique, et on va voir, aujourd'hui on va parler des anticancéreux, mais il faut que vous sachiez qu'il existe également des antifolates qui sont des antibiotiques, ou qui vont cibler des bactéries, ou qui sont des antiparasitaires. Dans le cas du cancer, la cible principale est une enzyme qui s'appelle la dihydrofolate réductase, ou en abrégé DHFR, et c'est une enzyme qui est essentielle, ça ne vous surprendra pas, à la synthèse des nucléotides, mais qui est aussi importante dans d'autres types de synthèse. Et donc, sans vouloir rentrer dans des détails de mécanismes, donc on a des folates qui arrivent comme les vitamines par l'alimentation, qui vont devenir ensuite du dihydrofolate, puis du tétrahydrofolate, qui ensuite vont capturer un groupement méthyle d'une sérine qui va devenir une glycine, pour devenir ce résidu qui va être un donneur de méthyle, et qui est absolument central au métabolisme, puisqu'il va pouvoir partir dans trois directions. Il va pouvoir partir dans le sens de la synthèse des protéines, en contrôlant en particulier la transition entre la cystéine et la méthionine. Et ça, c'est important en particulier pour la formation de dérivés antioxydants de la cystéine, comme le glutathion. Il va y avoir une autre chaîne qui va partir vers la synthèse des bases puriques, mais celle qui a été le plus étudiée, c'est la capacité donc de ce cofacteur, de ce coenzyme, de donner un résidu méthyle pour passer de l'UMP du DUMP au DTTP, donc pour la synthèse de la thymidine à travers donc cette thymidinate synthase, étape qui est considérée comme absolument fondamentale pour la synthèse des nucléotides à partir des folates. Et cette enzyme, je vous le rappelle, est directement bloquée par un autre anticancéreux qui est le 5-FU. Donc ça crée une pharmacologie qui avait une certaine logique, sans oublier quand même
que le méthotrexate va bloquer la toute première enzyme, la dihydrofolate réductase, et que la dihydrofolate réductase, c'est l'entrée dans ce cycle. Hein. Donc si vous bloquez par le méthotrexate l'entrée dans le cycle, en fait, c'est tout l'ensemble de ces process qui vont être inactivés ou bloqués. Et effectivement, assez tôt, on a pu voir, à partir de l'étude de lignées cellulaires résistantes au méthotrexate, ou même chez des patients leucémiques qui étaient en rechute après traitement par le méthotrexate, des modifications qui montraient que c'est effectivement bien cette voie de la DHFR qui est impliquée, puisqu'on peut trouver des mutations dans le transporteur du méthotrexate, des mutations fréquentes ou des amplifications de la DHFR qui vont faire qu'elle est moins sensible à l'inhibition par le méthotrexate, de l'interférence avec la polyglutamation ou des défauts d'apoptose qui démontrent encore une fois de manière fonctionnelle que c'est bien cette voie qui est impliquée dans l'effet anticancéreux de cette molécule. Donc, de très nombreux effets métaboliques qui pourraient contribuer également aux effets anticancéreux. Vous voyez que là, on n'a pas un effet pur, hein. On a un effet qui va jouer sur toute une cascade enzymatique qui a des implications majeures, aussi bien au niveau de la synthèse des autres bases que des synthèses des protéines. Et donc, comme je le disais, en aval de la DHFR se trouve la thymidinate synthase, qui est également ciblée par le 5-fluorouracile, ce qui montre bien la convergence des cibles à partir de deux molécules complètement différentes, mais qui à la fin vont avoir le même effet de s'opposer à la synthèse de thymidine. Alors également, je voulais vous dire qu'il y a d'autres utilisations des antifolates. Je vous ai dit qu'il y avait des antibiotiques, des antiparasitaires, mais même le méthotrexate, à vrai dire, à plus faible dose, peut être utilisé, par exemple, dans des maladies auto-immunes avec succès. Donc ça, c'était la pharmacologie classique. Et cette pharmacologie classique a été en partie revisitée par des travaux récents qui ont repris en détail ces cascades enzymatiques et regardé par ailleurs à quel endroit elles se passent. Donc vous voyez qu'il y a une partie du cycle du folate qui se passe dans le cytoplasme, il y a une partie du cycle du folate qui se passe dans la mitochondrie, et il y a une partie, et en particulier l'action de la thymidinate synthase, qui se passe dans le noyau. Et donc, des enzymes clés de chaque étape ont été identifiées, et les auteurs se sont intéressés à une enzyme absolument clé qui est celle qui, dans la mitochondrie, va pouvoir capturer un résidu de méthyle pour faire le CHO tétrahydrofolate, qui est donc la plaque tournante de ces différents métabolismes que nous avons vus. Et donc, ils se sont posé la question, au fond, plutôt que d'empoisonner le cycle dès le début, est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser à l'effet d'une ablation propre d'une enzyme, et en l'occurrence, ils se sont fixés sur cette enzyme, la MTHFD2. Et donc, un papier, vous voyez, qui est tout à fait actuel, puisqu'il est sorti cette année, qui va montrer, et on va en revoir les grandes lignes ensemble, quand on inactive par des approches de siRNA, donc par l'interférence RNA, on va être capable de supprimer en aigu l'expression de cette protéine. Et si on supprime en aigu l'expression de cette protéine, eh bien, vous voyez que la viabilité cellulaire diminue. On passe de 100% de cellules viables à peu près 50% de cellules viables. Donc ça veut dire que la cellule a besoin de l'expression de cette enzyme. Alors, qu'est-ce que ça va contrôler, l'expression de cette enzyme? Eh bien, on peut le voir en essayant de faire des expériences de complémentation. Et effectivement, si on rajoute des nucléosides ou si on rajoute de la thymidine, on va essentiellement abolir l'effet de l'ablation en aigu de cette enzyme, ce qui veut dire que cette enzyme va être nécessaire par sa capacité à faire synthétiser des nucléotides. On a d'ailleurs en partie le même effet si on rajoute de l'acide folique, mais par contre, d'autres contrôles comme la glycine ou l'hypoxanthine ne font presque rien. Donc ça, c'est l'effet de la déplétion en aigu. Cette déplétion en aigu va conduire à l'augmentation des foyers d'histones d'H2AX phosphorylés, donc qui sont un stigmate classique de
défaut, de cassure de l'ADN. Donc ça veut dire qu'on induit une souffrance et une cassure d'ADN. Et ceci vous est représenté également ici, où vous avez donc des foyers de synthèse de l'ADN qui sont visualisés en rajoutant des nucléotides fluorescents. Et si on rajoute ces nucléotides fluorescents en présence d'une inactivation de cette enzyme, eh bien, on fait apparaître des foyers rouges, donc des foyers d'histones phosphorylés, ce qui veut dire qu'on a cassé l'ADN et que donc, comme par ailleurs vous avez un certain nombre de points de colocalisation entre ces foyers de synthèse et ces foyers de cassure, ça veut dire qu'on a interféré avec le mécanisme de réplication et qu'au niveau des foyers de synthèse d'ADN, on a conduit à ces cassures de l'ADN. Alors, il y a des techniques extrêmement élégantes qu'on appelle le peignage de l'ADN qui permettent de voir la synthèse de l'ADN et de mesurer la vitesse de synthèse de l'ADN. Et c'est ce qui vous est représenté ici, où on va d'abord, pendant 30 minutes, incorporer les cellules avec un nucléotide rouge, et puis ensuite on lave les cellules et on va rajouter un nucléotide vert. Et quand on va peigner les fibres d'ADN, on va pouvoir, en regardant au microscope à fluorescence, voir au fond qu'est-ce qui a été synthétisé pendant ces 30 premières minutes et qu'est-ce qui a été synthétisé pendant les 30 minutes suivantes. Et de ces observations, on va pouvoir calculer une vitesse de progression de la synthèse de l'ADN. Et ce que démontre cette expérience, c'est que voici le contrôle quand on ne fait rien, et si on inactive cette enzyme MTHFD2, eh bien vous voyez que la synthèse est en moyenne beaucoup plus courte, que ce soit d'ailleurs la synthèse rouge ou la synthèse verte, ce qui traduit donc un ralentissement des polymérases et un ralentissement de la capacité de cette cellule à synthétiser de l'ADN qui est quantifié ici. Et vous voyez que sur cette quantification, en mesurant donc la vitesse de synthèse en kilobases par minute, on a, en présence d'une déplétion de cette enzyme, un ralentissement d'environ moitié de la vitesse de synthèse de l'ADN, ce qui traduit bien, au fond, l'existence d'une souffrance par carence en nucléotides. Donc, l'extinction de cette enzyme va induire des dommages à l'ADN en ralentissant sa réplication, et ce stress réplicatif va être lié à une carence en DTTP, et ceci sera montré dans la diapositive suivante. Donc ça veut dire qu'on a une bonne cible. On a une bonne cible, on a une protéine, on l'éteint, la cellule souffre, et elle souffre parce qu'elle ne fabrique plus assez de thymidine, et donc on peut imaginer que des inhibiteurs de cette enzyme vont permettre, au fond, de reproduire la situation que l'on avait avec le méthotrexate, avec cette carence aiguë en thymidine. Et donc, c'est là où les magies technologiques entrent en jeu. On est capable de faire des structures. De ces structures, on est capable de prédire des molécules qui pourraient se coller à ces structures. Et par un cycle vertueux d'amplification, on va pouvoir progressivement arriver à affiner de plus en plus les interactions entre ces molécules et cette structure, jusqu'à trouver des touches, si j'ose dire, des molécules qui vont être capables de se fixer très bien et de bloquer l'activité de ces enzymes. Alors, ceci peut être démontré par une technologie tout à fait élégante et tout à fait frappante que vous voyez ici, où en fait on va regarder ce qui arrive en chauffant la protéine. Et en fait, quand on chauffe la protéine ici à 57 degrés, eh bien, elle va se dénaturer, elle va perdre son repliement et elle va se dénaturer et être dégradée. Et par contre, si on incube cette protéine avec l'inhibiteur va en quelque sorte la protéger. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'induced fit pour les enzymes. Et par liaison directe, on va renforcer les interactions entre les différents acides aminés de la protéine, et donc on va la rendre résistante à la dénaturation thermique, c'est ce que vous voyez ici, et cette résistance, elle est dépendante de la concentration de l'hormone, de l'inhibiteur, et plus on augmente la concentration de l'inhibiteur, plus on va stabiliser la protéine, ce qui vous est représenté ici. Bon, alors maintenant, est-ce que ces inhibiteurs font quoi que ce soit? La réponse est oui, bien entendu, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Et donc maintenant, on ne s'adresse plus à l'inactivation de la protéine, on s'adresse à l'inhibition de la fonction de la protéine avec ces différents inhibiteurs qui ont été identifiés dans Scribble. Et ce que vous voyez, c'est que quand on prend la viabilité et qu'on fait une courbe réponse-dose, eh bien, on va avoir une perte de la viabilité avec la dose,
traduisant probablement l'inhibition de la fonction de l'enzyme et donc la perte de son activité. Donc, question bien sûr immédiate, est-ce que ça, c'est dépendant de la présence de thymidine? Et la réponse est oui, c'est ce qui vous est représenté ici en rouge. Cette mort peut être pratiquement complètement contrecarrée par l'addition de thymidine, montrant bien qu'on rentre dans le cadre de cette mort par carence aiguë en thymidine. Donc tout ça, ça va bien. Alors, les auteurs ont fait quelques contrôles qui sont un peu plus embarrassants, parce qu'en fait, ils ont essayé de faire la même chose avec du méthotrexate. Alors, de ce que je vous ai raconté, normalement, vous imaginez que le thymidine devrait sauver de la mort au méthotrexate, et en fait, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ici, au fond, on tue très bien, mais quand on rajoute de la thymidine, c'est à peine mieux. Et donc ça suggère, ce que je vous avais laissé entendre dans les quelques diapos précédentes, qu'en fait, le méthotrexate fait plus qu'une carence en thymidine, ou alors qu'il fait une carence en thymidine qui est tellement profonde que la complémentation ne suffit pas à rattraper la mort. Bon, alors, donc ça c'est bien, c'est attendu. Maintenant ça c'est tellement joli qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire, donc on va refaire du peignage avec des pulses de nucléotides. Et vous voyez qu'en l'absence de thymidine avec l'inhibiteur, non plus avec l'extinction de la protéine, mais avec l'inhibition de sa fonction, on va raccourcir nettement les fragments synthétisés, ce qui veut dire qu'on a ralenti l'activité de la polymérase. Et si en présence de l'inhibiteur, on rajoute de la thymidine exogène, eh bien on se retrouve dans cette situation-là, on complémente, on restaure la possibilité de la capacité de synthétiser l'ADN en présence de thymidine. Donc, au fond, on a un inhibiteur dont on pourrait penser qu'il est formidable. On va un peu plus loin. On va un peu plus loin pour rentrer dans les mécanismes. Et donc, c'est là où on va rentrer, au fond, dans l'intimité de cette mort par carence en thymidine pour essayer de la comprendre. Et donc, ceci vous représente l'ensemble des partenaires. Donc, on a ici l'enzyme MTHFD2 qui va permettre de faire du tétrahydrofolate activé, qui, en présence de la thymidine synthétase, va permettre de passer de l'UMP à l'UTP. Et l'UTP, ensuite, va être phosphorylé pour donner du DTTP qui va rentrer en bleu dans la composition de l'ADN. Et ceci peut être, donc l'inhibition ou la perte de cette enzyme peut être court-circuitée par l'addition de thymidine qui arrive plus bas dans la chaîne et qui va donc être phosphorylée et pouvoir entrer. Bon, donc tout ça c'est bien. Et puis il y a une partie basse du schéma. Et la partie basse du schéma vous montre qu'il y a un autre dérivé qui ressemble au DTTP qui est le DUTP. Normalement, le DUTP ne rentre pas dans l'ADN, il rentre dans la composition de l'ARN. Mais dans ces conditions, en fait, où on va réaliser une carence artificielle en DTTP, le DUTP va pouvoir rentrer et il va donc finalement constituer un nucléotide anormal, qui est un nucléotide naturel, mais qui est un nucléotide anormal qui normalement n'aurait aucune raison de rentrer dans cette chaîne d'ADN. Et comme il n'a aucune raison de rentrer dans cette chaîne d'ADN, il va être éliminé par des processus de réparation. Et ces processus de réparation vont conduire à la cassure de la chaîne et donc vont activer les mécanismes de sauvegarde suite à l'activation de cette réparation de l'ADN. Donc, si ce mécanisme de compétition existe dans la vraie vie, à ce moment-là, il y a une enzyme qui est absolument fondamentale, qui s'appelle DUTPase, qui est celle qui va enlever les phosphates du DUTP pour la faire revenir à la case départ. Ça, c'est une de ces enzymes de protection, en fait, de sanitation, dont je parlais tout à l'heure, qui va permettre de diminuer la concentration. Je ne sais pas très bien pourquoi il me demande ça. Qui va permettre de faire diminuer la concentration de DUTP en le renvoyant à l'état de base. Et donc, ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des inhibiteurs spécifiques de cette DUTPase. Et les résultats vous sont représentés ici. D'abord, ils utilisent une méthode sur laquelle je ne vais pas m'appesantir qui permet de quantifier ce nombre de lésions liées à l'incorporation du DUTP dans l'ADN. Alors, vous voyez que lorsque l'on bloque la synthèse, soit avec du 5-FU,
lorsqu'on bloque la synthèse de la thymidine, soit avec du 5-FU, soit avec l'inhibiteur de MTHFD2, eh bien, on augmente beaucoup ces aduits. Donc ça, c'est le contrôle positif, c'est ce à quoi on s'attendait. Et maintenant, ils vont regarder ce qui se passe si on rajoute l'inhibiteur de DUTPase. Eh bien, dans ces cas-là, il ne se passe pas grand-chose quand il est tout seul, mais si on combine l'inhibiteur de MTHF2 et l'inhibiteur de DUTPase, vous voyez qu'on a une augmentation massive de ces lésions, augmentation massive de ces lésions qui est contrecarrée par l'addition externe de thymidine, ce qui, si on revient à la diapositive précédente, traduit le fait que si on augmente la concentration de DUTP, ceux-ci vont avoir tendance à s'incorporer à la place de la thymidine, et que bien sûr cette incorporation qui n'est pas naturelle, va être contrecarrée par la complémentation en thymidine. Bon, donc ça c'est extrêmement élégant sur le papier. Maintenant, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ce dont les auteurs se sont aperçus, c'est qu'en fait, dans les principaux modèles expérimentaux in vivo dont on dispose, c'est-à-dire des modèles de souris, en fait, les souris ont énormément de folate et énormément de thymidine. Et donc, réaliser cette carence artificielle in vivo, en fait, c'est très compliqué. Ils y sont néanmoins arrivés en soumettant les souris à des régimes alimentaires stricts déplétés en folate. Donc, on va diminuer la quantité de folate disponible, et quand on diminue la quantité de folate disponible, à ce moment-là, on va effectivement effondrer, c'est une échelle logarithmique, on va pouvoir effondrer la concentration de folate dans le plasma. Et dans ces conditions de carence en folate, à ce moment-là, l'inhibiteur de l'enzyme va conduire à une déplétion en thymidine dans le plasma. Donc vous voyez que l'inhibiteur marche, mais il marche dans des conditions où on est obligé de beaucoup sensibiliser le système, ce qui laisse prédire que l'utilisation clinique risque de ne pas être facile, même si les hommes et les souris ne sont pas comparables en tout point. Et à cet égard, cette déplétion en thymidine qu'on va être capable d'observer en présence de l'inhibiteur et en présence du régime pauvre en folate va conduire à un avantage de survie significatif, avantage de survie qui n'est pas observé lorsque la souris est dans sa condition basale. Donc il n'y a que, encore une fois, dans des conditions forcées de carence en folate qu'on va arriver à, d'une part, diminuer le taux de thymidine et d'autre part, prolonger la survie, probablement par un mécanisme semblable à celui que je vous ai mentionné plus haut. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter cet exemple, c'est du fait de l'élégance des technologies mises en œuvre et du pouvoir de ces technologies mises en œuvre. Vous voyez, on identifie une cible, on va la cristalliser, on va pouvoir trouver de nombreux inhibiteurs, on va ensuite optimiser son fonctionnement. Et ce que ça montre, au moins dans les modèles qui ont été étudiés par les auteurs, c'est qu'au fond, cette carence en thymidine, cette fameuse mort par épuisement du stock de thymidine, elle vient principalement de l'incorporation de DUTP dans la molécule d'ADN. Et donc, en fait, par la carence artificielle en thymidine, on va forcer l'incorporation de nucléotides qui ne sont pas des nucléotides naturels dans la molécule d'ADN et mettre en route après toute la cascade de réparation de ces lésions de l'ADN. Bon, mais il reste de nombreux problèmes, et on revient à ce que je vous disais au départ. Quelles sont les bases de l'index thérapeutique? Qu'est-ce qui va faire qu'une cellule cancéreuse va être plus sensible qu'une cellule normale à ce mécanisme qui va toucher l'une et l'autre? Et la seule chose à laquelle on puisse penser, c'est bien sûr la croissance. Donc effectivement, si la cellule cancéreuse pousse 10 fois plus vite qu'une cellule normale, elle va être plus sensible à ce mécanisme. Si elle pousse à la même vitesse, voire si elle pousse plus lentement, et on connaît en fait des exemples de cellules cancéreuses qui poussent plus lentement que des cellules normales, simplement elles ne meurent pas, et donc ces cellules-là ne vont pas du tout être sensibles à ce type de stratégie. Et donc l'efficacité in fine va dépendre de la concentration intracellulaire en thymidine. Effectivement, si on a des cellules bourrées de thymidine, elles vont être moins sensibles. Alors un deuxième problème qui est abordé par les auteurs, c'est que ce que je vous ai montré ici, c'est de la déplétion aiguë.
Donc on avait une protéine exprimée à un bon niveau. Grâce à une interférence par siRNA, on va conduire à une déprivation brutale de cette protéine, et cette déprivation brutale de la protéine va conduire à du stress. Bon. Mais ce qui a été montré, c'est qu'en fait, quand on regarde des inactivations génétiques, à long terme, que ce soit dans des contextes de souris inactivées ou dans des contextes d'inactivation dans des cellules primaires ou dans des lignées par CRISPR, en fait, on peut arriver à éteindre cette protéine. On peut arriver à éteindre MTHFD2, simplement, il faut se donner un petit peu de temps pour rééquilibrer les différentes voies métaboliques, et la cellule trouve un moyen, finalement, de resynthétiser ce dont elle a besoin en faisant tourner des voies métaboliques dans des sens un peu différents. Et donc, on connaît des souris, en particulier des souris qui sont KO pour ce gène, inactivées pour ce gène, et qui en fait vont très bien parce qu'elles ont réussi à réorganiser leur métabolisme dans un sens différent. Ce qui évidemment pose des problèmes quant à l'utilité pratique d'un ciblage de cette protéine, puisqu'on peut imaginer que si l'organisme est capable de réorganiser son métabolisme pour court-circuiter cette enzyme, eh bien, certainement que le cancer, qui est plutôt plus imaginatif et plus flexible que l'organisme, pourra également trouver un moyen de réorganiser son métabolisme. Et donc, ce que suggèrent les auteurs, c'est qu'on pourrait rentrer dans des stratégies de combinaison, et en particulier des combinaisons avec d'autres agents qui vont cibler également le stress réplicatif. Bon. Alors, deuxième exemple de base modifiée, c'est de base modifiée, c'est une molécule très ancienne, très largement utilisée, c'est vraiment la pierre angulaire du traitement de beaucoup de leucémies, la cytarabine. Donc la cytarabine, c'est une cytosine modifiée. Vous voyez qu'au lieu d'être en bas, le OH est en haut. Et cette simple modification suffit à interférer profondément avec la synthèse d'ARN et d'ADN. Et ce schéma vous récapitule en fait ce qui se passe quand la cytarabine va rentrer dans une cellule. Donc elle va rentrer sous forme d'aracée, et puis elle va être ensuite soumise à des modifications séquentielles dans lesquelles on va rajouter les phosphates, et on va en faire à la fin de l'aracée triphosphate. Et cet aracée triphosphate va pouvoir rentrer dans la chaîne de synthèse de l'ADN comme de l'ARN, et va interférer, en fait, puisque ce n'est pas un bon nucléotide, hein, ça va interférer en bloquant ou en freinant l'activité de ces polymérases. Et donc, finalement, ce qui est une prodrogue, hein, cette prodrogue va être régulée par un certain nombre de mécanismes qui sont ceux qu'on a déjà vus. En particulier, on sait déjà depuis une vingtaine d'années qu'il y a un facteur de résistance majeur qui est la désoxycytidine kinase, donc celle qui va permettre de mettre le premier phosphate. Et on sait que chez des patients ou dans des lignées, la perte de cette enzyme DCK va être associée à une résistance complète à ce type de produit, parce qu'on n'est plus capable de transformer la prodrogue en drogue, et on n'arrive plus à aller à la forme active qui est l'ARA-CTP. L'ARA-CDP va également être capable de bloquer la ribonucléotide réductase, donc cette enzyme dont on parlait tout à l'heure, qui va réguler le pool de nucléotides. Et donc, le blocage de cette enzyme par l'ARA-CTP va conduire à une déplétion profonde de l'ensemble des nucléotides, qui là aussi va être associé à une moindre croissance. Et puis, il y a également des facteurs de résistance qui ont été décrits, en particulier la 5'-nucléotidase, qui au fond est l'inverse de ce que fait la CDK. Donc elle va enlever le phosphate de l'ARA-CMP pour le remettre à l'état de nucléoside. Et on connaît dans ces leucémies des mutations activatrices de cette enzyme qui vont faire que cette enzyme va fonctionner beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, et qui là aussi va donc permettre de désactiver finalement cette cascade d'activation de la prodrogue. Et la dernière chose, c'est une activité augmentée de l'enzyme SAMHD1 dont on a parlé tout à l'heure. Donc SAMHD1, je vous ai dit, il va contrôler le niveau de base des nucléotides en le limitant.
mais il va également contrôler le niveau de base de ces nucléotides modifiés. Et donc, il va également déphosphoryler la race CTP pour le renvoyer à la case départ de la prodrogue. Et donc, une activité augmentée de SAMHD1 ou une activité augmentée de cette enzyme à la suite de ces mutations va conduire à des résistances partielles à cet agent. Alors, troisième exemple, et après lequel on s'arrêtera probablement, ce sont les mercaptopurines. Alors, tout à l'heure, dans les exemples que je vous ai cités, en particulier avec avec l'Aracé, vous voyez qu'on modifiait en fait le sucre. C'est la fonction hydroxyle qui n'a pas la bonne stéréochimie, mais donc la modification est dans le sucre. Et ici, la modification est sur la base. Donc c'est un atome de soufre, d'où le nom mercapto, un atome de soufre qui est mis dans la mercaptopurine ou dans la thioguanine, qui vont mimer, du coup ressembler beaucoup aux bases naturelles que sont l'adénine et la guanine. Et donc, c'est cette 6-mercaptopurine qui faisait en fait partie du cocktail historique avec le méthotrexate, va induire une inhibition de la synthèse d'ARN et d'ADN avec également un blocage de la synthèse des bases puriques et la création d'ADN ayant des bases anormales. Comme le méthotrexate d'ailleurs, la 6-mercaptopurine n'est pas uniquement utilisée pour les cancers, elle peut être également utilisée pour des maladies auto-immunes. Et à ce titre, sachez qu'en fait, la prolifération d'un lymphocyte après son activation est probablement la prolifération la plus rapide de l'organisme. Un lymphocyte activé in vivo se prolifère vraiment à raison de plusieurs divisions par jour. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on va faire apparaître une extrême sensibilité à tout ce qui modifie la disponibilité des bases, d'où l'utilisation de ces agents comme immunosuppresseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule ? Eh bien, au niveau de la cellule, c'est une figure que j'ai prise dans une revue récente, qui va rapporter finalement l'association méthotrexate-mercaptopurine, association méthotrexate-mercaptopurine qui est vraiment la colonne vertébrale du traitement d'induction et d'entretien des leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est-à-dire que c'est donné à la fois au début pour faire fondre la tumeur et ensuite en entretien pour éviter qu'elle ne revienne. Il y a une action synergique de ces deux médicaments, puisqu'en effet, on va avoir une action sur la synthèse des bases puriques qui est double, à la fois à travers le méthotrexate, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'en plus de l'inhibition de la synthèse de la thymidine, il est également capable de bloquer la synthèse des bases puriques, donc on va bloquer la synthèse des bases normales. Et puis, avec la 6-mercaptopurine ou avec la thioguanosine, on va commencer à synthétiser des bases anormales qui sont en fait essentiellement de la guanosine, mais dans laquelle il y a un atome de soufre qui fait que les appariements ne se font pas normalement. Et on va avoir la cascade habituelle de phosphorylation avec le monophosphate, le diphosphate, le triphosphate. Et la thioguanosine triphosphate va pouvoir rentrer dans l'ADN, dans lequel elle va créer donc une anomalie avec des adduits qui vont être réparés ensuite par un mécanisme de réparation qui est le mécanisme de réparation du mismatch repair, avec entre autres la reconnaissance par la protéine MSH6. Et donc, ces cascades de modifications enzymatiques ont été extrêmement étudiées compte tenu du nombre très élevé de patients qui, depuis 40 ans, ont pu bénéficier de ces traitements. Et donc, on connaît assez bien maintenant les bases de la résistance. Et la première chose qu'il faut mentionner, c'est l'existence de polymorphismes. Donc, les polymorphismes, ce ne sont pas des mutations liées à l'évolution du processus cancéreux, mais ce sont des modifications, des particularités germinales qui font que certains d'entre nous vont avoir en particulier cette enzyme, la thiopurine méthyltransférase, qui va être plus ou moins active. Et si l'enzyme est extrêmement active, on va
défaire finalement, épuiser cette cascade d'inactivation de cette base modifiée. Et si la thiopurine méthyltransférase est au contraire trop peu active, eh bien on va avoir un surdosage, et ce surdosage a pu être associé à des morts toxiques, simplement parce qu'avec un dosage standard, on faisait beaucoup trop du précurseur et on induisait beaucoup trop d'anomalies. Alors à titre d'exemple, on estime que dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques, on va avoir une incorporation de ce type-là toutes les 6000 bases. Donc un taux quand même relativement important d'action, d'activité mutagénique. Et donc on sait que ces polymorphismes maintenant sont étudiés en fait chez les patients pour savoir de quel type est le patient, et si le patient a une forme très peu active de cette enzyme, on va adapter la posologie pour éviter d'avoir un surdosage. Et il y a également, la même chose a été décrite pour cette enzyme NUD-T15 qui va, elle, assurer la déphosphorylation, et en assurant la déphosphorylation à chacune des deux étapes, on va évidemment diminuer la quantité de ce qui est le dérivé actif, la thioguanosine triphosphate, qui est celle qui va rentrer dans l'ADN. Donc ça, ce sont des polymorphismes génétiques. Il y a également des mutations acquises qui ont été décrites, soit dans cette protéine qui va contrôler la synthèse des purines de novo, soit dans l'enzyme NT5C2 dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui va là encore assurer le nettoyage de ces nucléotides qui sont reconnus comme anormaux pour éviter justement qu'ils s'intègrent dans la molécule d'ADN, et également des mutations du système de reconnaissance, donc du système de réparation, qui vont faire qu'en l'absence de ce système de réparation, eh bien, le médicament va être beaucoup moins efficace. Donc, juste pour finir pour aujourd'hui, NT5C2, ce sont des travaux assez récents, vous voyez, publiés il y a 3 ans. Il y a toute une série de mutations qui ont été décrites dans cette protéine. Et toutes ces mutations sont des mutations gain de fonction qui vont faire que l'enzyme va fonctionner plus vite et mieux. Et donc, sur la base des études de biologie structurale et de l'enzymologie, on a pu décrire trois types de mutations dans lesquelles ce sont des mécanismes différents qui sont responsables de l'augmentation de l'activité enzymatique. Une d'entre elles, d'ailleurs, a été décrite ici par l'équipe. Donc, pour terminer sur cette partie, les mutations de NT5C2 sont associées à la rechute sous traitement. Alors, de manière tout à fait intéressante, c'est un exemple relativement frappant et pas tout à fait unique, mais pas très fréquent dans l'étude du cancer, où en fait ces mutations sont vraiment induites par la très forte pression de sélection liée au traitement, mais elles sont pratiquement jamais obtenues avant, quand on va rechercher avant la rechute. Dans les moelles d'avant la rechute, on ne trouve pas la mutation, parce qu'en fait, cette mutation, paradoxalement, est une mutation délétère. C'est une mutation délétère puisque, vous vous en doutez, elle va aussi dépléter en nucléotides normaux. Et donc, si vous déplétez en nucléotides normaux sans pression de sélection, la cellule leucémique va pousser moins vite. Et donc, si la cellule leucémique pousse moins vite, la mutation ne sera pas sélectionnée. Donc, c'est uniquement en réponse à cette pression de sélection de l'association de mercaptopurine et de méthotrexate qu'on va pousser pour l'existence de cette mutation. Mais cette mutation n'est pas sélectionnée par elle-même, elle est même en fait elle est contre-sélectionnée, et en particulier si on donne un autre traitement que l'association mercaptopurine-méthotrexate, elle va disparaître naturellement, parce que pour le coup, elle va être contre-sélectionnée en l'absence de pression de sélection. Donc ce sont une situation assez intéressante pour laquelle la mutation va vraiment se présenter et se propager en présence d'une très forte pression de sélection, mais pas dans des conditions normales. Bon, écoutez, on va arrêter aujourd'hui pour ce cours. On se retrouvera dans une semaine pour parler de la suite, au fond, de ce que sont l'étude de ces différents dérivés de nucléotides, et puis on commencera l'étude de l'alkylation, c'est-à-dire comprendre comment est-ce que l'alkylation, donc des liaisons chimiques irréversibles qui vont toucher l'ADN mais aussi les protéines, comment est-ce que cette alkylation est également
une stratégie anticancéreuse, comment est-ce qu'elle va, être liée à l'absence de certains mécanismes de réparation et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de l'exploiter pour mieux traiter les patients. Je vous remercie beaucoup.